À exactement 3h20 du matin, le 24 octobre 2025, un navire de guerre Bayern M, appartenant à la flotte russe de la mer Noire, d'une valeur de près de 80 millions de dollars, était amarré à la jetée militaire numéro 2 dans la baie de Teriak, une zone intérieure considérée par Moscou comme inviolable, située à plus de 65 milles de la ligne de front ukrainienne. Le navire venait de rentrer d'une mission de frappe stratégique de calibre et était en mode de réapprovisionnement, faisant le plein de carburant, activant le système de refroidissement et, surtout, rechargeant 8 missiles de croisière NK calibre, chacun valant plus d'1 million de dollars, avec une portée de plus de 950 miles, capable d'atteindre n'importe quelle ville en Ukraine. Sur le pont, un groupe d'officiers était réuni, levant des verres de vodka pour célébrer la mission récemment accomplie. L'équipage de combat alternait les quarts de repos. Certains s'étaient endormis au poste de contrôle. Personne ne savait que, à un peu plus de 6 miles de là, un bateau à grande vitesse portant des marques civiles glissait silencieusement sur l'eau, s'approchant lentement de la baie. De l'extérieur, le bateau rapide ressemblait à un simple bateau de pêche. Mais dans le cockpit se trouvaient 2 soldats ukrainiens du 73e centre naval, habillés de vestes de pêche et de casquettes de pêcheurs de style russe. Derrière eux, dans le compartiment de stockage, là où auraient dû se trouver des boîtes en polystyrène remplies de calamars et de harengs, se trouvaient 2 drones suicides FPV modèle Beaver, en configuration lourde, équipés de têtes explosives de 8 livres à perforation d'armure, de caméras à vision nocturne et de systèmes de navigation interne indépendants du GPS. Et dans moins de 5 minutes, ce petit bateau deviendrait la plateforme de lancement mobile pour l'une des attaques navales les plus audacieuses jamais réalisées par l'Ukraine. Au cœur d'une zone entièrement contrôlée par la Russie, le navire de guerre Bayern M est une machine de guerre compacte mais extrêmement dangereuse. Contrairement aux navires massifs transportant des hélicoptères et des systèmes de défense aérienne lourds, le Bayern M est conçu pour les eaux intérieures étroites comme la mer Caspienne ou la mer d'Azov, tout en étant capable de frapper presque n'importe quelle cible en Ukraine. Chaque fois que ce navire quitte le port de Terry, considéré comme le cocon de la flotte russe d'Azov, des villes comme Kiev, Lviv ou Odessa font face à une nouvelle incertitude. Personne ne sait quelle sera la prochaine cible, un réseau électrique, un dépôt de carburant ou une école maternelle. L'Ukraine le savait bien et a décidé de ne pas attendre le prochain lancement, elle frapperait en premier. Le système de défense autour du port de Tamriuk, où le navire était amarré, était extrêmement dense. Ce n'était pas un port ordinaire, mais une forteresse de défense aérienne flottante. Un système Pantsir S1 spécialisé dans l'interception de drones et de missiles de croisière. 2 stations radar Podletka 1 en service actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cela signifiait que chaque couche de protection était active. Tout objet inconnu qui apparaissait était abattu presque immédiatement. Ainsi, la marine russe croyait que la baie de Teriak était un nid d'acier où aucun drone ne pouvait s'approcher. Mais c'était une erreur fatale, car l'Ukraine avait calculé le timing exact et choisi une méthode que l'ennemi n'attendait pas. En rasant la surface de la mer, dans la zone aveugle des radars, un espace si étroit qu'il semblait inoffensif. Mais c'est précisément de cet endroit que la mort approchait silencieusement avec une arme que la Russie n'attendait pas. Un drone coûtant seulement un 5/100 d'un missile calibre. À exactement 3h27, lorsque le bateau n'était qu'à 3 miles de la cible, juste à la périphérie de l'anneau de surveillance du port de Teriuk, les 2 soldats ukrainiens dans le cockpit agirent rapidement. Ils retirèrent les bâches de camouflage grises couvrant le compartiment arrière. En dessous, 2 drones FPV émergèrent. Chaque drone mesurait environ 4 pieds de long avec une envergure de 5,5 pieds. Le corps en composite de fibres de verre, ultra léger, avec une signature thermique faible, peint en gris mat pour se fondre dans la mer. Dès que tout fut prêt, les 2 soldats tiraient les goupilles de sécurité, activèrent les modules de navigation interne et appuyèrent sur les boutons d'armement et de lancement. Les 2 drones furent déployés selon un modèle d'attaque double indépendant, avec 2 vecteurs d'approche, 2 cibles distinctes, parfaitement synchronisées en termes de temps et de tactique. Le premier drone, nommé Thunder, contrôlé par le groupe principal, était programmé pour voler directement vers la tour radar de surveillance afin de désactiver temporairement le système radar principal, rendant le navire de guerre russe aveugle. Le second, nommé Vidplata, Rétribution, opéré par les forces d'opération spéciales UR, suivrait depuis un angle décalé de 30 degrés sur le flanc droit et frapperait le lanceur de missiles calibre au centre du navire qui contenait les 8 missiles de croisière NK calibre.
Si Thunder réussissait à aveugler le radar, Vite Plata aurait une chance de percer la dernière couche de blindage et de frapper le cœur du navire, où non seulement les missiles étaient stockés, mais aussi le centre de commandement du contrôle de tir. À exactement 3h29 et 12 secondes, le premier drone fut poussé hors de la rampe de lancement à l'arrière du bateau. En seulement 3 secondes, l'hélice électrique à haute vitesse s'activa, le drone accéléra et décolla, volant juste au-dessus de la surface de l'eau. Le second drone suivit 40 secondes plus tard. Les deux drones volaient à environ 200 pieds l'un de l'autre, à une altitude ne dépassant pas 7 pieds, suffisamment bas pour passer sous les angles de balayage des radars Podlet et Pantsir. À partir de ce moment, le bateau avait accompli sa mission. Tout ce qui suivait était entièrement entre les mains de deux machines tueuses sans pilote, guidées par des algorithmes de navigation interne, des capteurs inertiels et des caméras infrarouges. Dans un bunker de contrôle près de la ville de Zaporizhia, un opérateur de drone de l'unité principale fixait intensément un écran FPV en noir et blanc. Tout autour de lui était d'un silence de mort. Seule la faible lueur de l'écran éclairait son visage tendu et immobile. La tour radar apparaissait à l'écran, une cible presque parfaite. L'opérateur retint son souffle. Le drone Thunder se rapprochait. Plus que quelques centaines de pieds. La lecture de distance indiquait 950 pieds, puis 800, puis 650. Toujours aucune réaction du navire russe. Son radar continuait de tourner, inconscient de la menace imminente. L'opérateur resserra sa prise sur le manche de contrôle. Le compte à rebours commença. 5 secondes. 4. 3. À cet instant, tout s'immobilisa. À exactement 3h31 et 25 secondes, une explosion lumineuse éclata directement sur le mât radar principal, suivie d'une colonne blanche traversant le pont. Des flammes jaillirent des deux côtés comme d'énormes chalumeaux. Des éclats se dispersèrent, éclaboussant la mer comme des feux d'artifice. Seulement 0,7 secondes après l'impact de Thunder, l'ensemble du système de surveillance et de navigation du Bayern M s'arrêta simultanément. L'antenne principale fut arrachée de son axe de rotation et projetée à travers le pont. Le transmetteur de signal court-circuita, envoyant des étincelles dans le compartiment des équipements. La chaleur de l'explosion brûla les capteurs auxiliaires. Le processeur central de données, protégé contre les interférences électromagnétiques, fut complètement mis hors service. Le Bayern M, autrefois une puissante plateforme de frappe à longue portée, était désormais dans un état d'aveuglement tactique temporaire. Le commandant du navire donna immédiatement l'ordre. Effectuer un diagnostic rapide des capteurs, possible attaque de guerre électronique. Mais les réponses étaient désespérées. Le radar principal était complètement détruit. Le Bayern M n'avait plus qu'une seule chance de survie. Le système de défense rapproché Pantsir S1, avec une portée d'engagement de 2,5 à 3,5 miles, mais il devait être activé manuellement par l'équipage. Cependant, après l'attaque de Thunder, le centre de contrôle avait été détruit et les températures dans la cabine avaient grimpé en flèche, rendant impossible l'activation du système de défense de secours. Une partie de la coque composite de la tour de commandement fut déchirée, laissant le vent marin et la poussière de carbone de l'explosion s'engouffrer. Un officier radar fut grièvement blessé. Un éclat de l'antenne perça la fenêtre d'observation et toucha son torse à gauche. En moins de 10 secondes, l'ensemble de l'équipage de défense fut plongé dans le chaos, perdant temporairement sa capacité de commandement. Et ce n'était pas encore fini. Maintenant, la véritable menace arrivait d'un angle que personne n'avait anticipé. À 3h31 et 25 secondes, juste 6 secondes après la première frappe, depuis le côté bâbord, un petit objet gris rasait la surface à près de 95 miles par heure, se dirigeant directement vers la section du lanceur calibre au centre du navire. C'était Vite Plata, le drone FPV ukrainien connu sous le nom de Rétribution. La cible de Vite Plata était le pont central, où se trouvait le système de lancement vertical 3S-14, abritant jusqu'à 8 missiles de croisière NK calibre. Dans la salle de contrôle auxiliaire, un officier de quart cria « Objet à basse altitude approchant par bâbord !» Mais il était déjà trop tard. Le radar était hors service, la caméra optique était obscurcie par la poussière brûlée, la batterie Pantsir n'avait pas reçu l'ordre de tirer. L'équipage de commandement essayait encore de redémarrer le système. Le Bayern M était désormais complètement exposé à la deuxième frappe. Le flux FPV de Vite Plata capture clairement chaque baie de lancement. Des trappes rectangulaires peintes en vert grisâtre mat dépassaient du pont comme des cheminées horizontales plates disposées en rangées parallèles le long de l'axe central du navire. Des signatures thermiques étaient visibles sur au moins 2 couvercles de lancement.
L'un d'eux, la baie numéro 3, avait sa trappe ouverte, exposant une partie d'un missile NK calibre déjà en mode de pré-lancement. C'était le point critique que Vide Plata avait été programmé pour frapper. Il vira immédiatement depuis le côté bâbord, s'approchant à un angle de 25 degrés par rapport à l'axe longitudinal du navire. À exactement 3h32, Vide Plata s'écrasa directement dans la baie de lancement numéro 3. Une puissante explosion arracha complètement la trappe. Une épaisse colonne de fumée noire jaillit à des dizaines de pieds dans l'air. L'explosion déchira une partie du pont central. Les plaques d'acier se tordirent. Des fragments métalliques se dispersèrent comme des éclats. Immédiatement après l'impact, le système interne de suppression des incendies du navire s'activa. Les vannes de dioxyde de carbone s'ouvrirent le long du pont. Du gaz comprimé fut pulvérisé par rafale pour éteindre les flammes et réduire la chaleur. Mais il était déjà trop tard. Le feu se propagea dans la baie électrique secondaire. Le module de contrôle de lancement fut incinéré. Les deux baies de lancement adjacentes surchauffèrent rapidement. Le risque d'une explosion secondaire ne pouvait être exclu. Et surtout, le navire avait complètement perdu sa capacité de combat. Après l'explosion, le navire commença à s'incliner de 3 à 5 degrés à droite, un signe clair d'un déséquilibre interne ou d'un compartiment technique inondé. Les membres d'équipage se précipitèrent pour inspecter le pont. Les vannes d'urgence furent scellées. L'ensemble du système de défense fut basculé en mode manuel. Le navire ne coula pas, mais à ce stade, il avait perdu toute capacité défensive et offensive. La chaîne de communication militaire interne UHF de la flotte de la mer Noire reçut le message. Navire de guerre MB-38 attaqué, radar endommagé, système calibre endommagé, demande de soutien et remorquage vers Terry. Moins de 7 minutes après la double frappe, le Bayern M avait complètement perdu sa capacité de combat et fut forcé de se retirer de son poste actif dans la baie de Terry. Le Bayern M sert de principale plateforme de frappe de la Russie dans la mer d'Azov. En raison du terrain semi-fermé, des eaux semi-fermées et des canaux étroits de cette mer, seuls les navires de petite classe comme le Bayern M peuvent opérer efficacement, échappant aux radars ennemis tout en lançant des missiles de croisière à longue portée. Et maintenant, au moins l'un d'entre eux a été mis hors de combat. Quelques heures après l'attaque, la direction du renseignement de défense de l'Ukraine a publié des images de drones montrant clairement la première frappe touchant le radar, détruisant le sommet du mât. Quelques secondes plus tard, un deuxième drone s'écrasa sur le pont central. Des flammes jaillirent. Le navire s'inclina visiblement. Aucune réponse de défense aérienne ne fut observée. Des sources fiables telles que Naval News, Kyiv Post, Business Insider et The Kyiv Independent ont toutes confirmé l'authenticité de la vidéo. Selon des experts navaux indépendants, l'attaque de drones FPV sur le navire de guerre Bayern M a non seulement causé des dommages matériels directs, mais a également eu des conséquences stratégiques immédiates dans la mer d'Azov. Après l'attaque, le Bayern M sut forcer de retourner à sa base navale de Sébastopol pour évaluation et réparation. Le processus devrait prendre au moins plusieurs semaines, selon l'étendue des dommages et la récupérabilité de son infrastructure numérique. Pour l'Ukraine, ce fut une victoire tactique nette, obtenue à moins de 1% du coût de la cible, mais avec un impact qui pourrait modifier l'équilibre des forces pendant des jours, voire des semaines. Cette frappe a porté un coup à la confiance que la marine russe avait dans la supposée zone de sécurité de l'intérieur d'Azov. Pour le commandement russe, c'était une zone arrière calme où les navires de guerre pouvaient s'amarrer, se recharger et préparer des frappes calibre sans crainte de poursuite. Mais la réalité vient de prouver le contraire. 2 drones FPV lancés depuis un bateau rapide déguisé ont non seulement pénétré un système de défense aérienne valant des millions de dollars, mais ont frappé les 2 vulnérabilités les plus critiques d'un navire de guerre, son radar et son système de lancement de missiles. Et ce n'était pas la première fois qu'un navire de guerre russe était touché par des drones improvisés. Fin 2024, les forces spéciales ukrainiennes ont utilisé des drones improvisés pour désactiver un bateau de patrouille de la classe Sergueï Kotov au large de la côte de Crimée, le forçant à rester amarré pour des réparations. La même année, un navire de débarquement de la classe César Kounikov fut complètement coulé lors d'une frappe amphibie basée sur des drones. Plus récemment, en juillet 2025, l'Ukraine a déployé pour la première fois un drone FPV lancé depuis la mer pour frapper une plateforme pétrolière offshore près de la Crimée, utilisée par la Russie comme station radar. Une action que les analystes occidentaux ont décrite comme un tournant dans la guerre asymétrique. Ce ne sont plus des attaques désespérées de béliers, mais des opérations bien exécutées, avec planification, répétition et synchronisation,
utilisant des armes petites et peu coûteuses qui savent exploiter les angles morts, frapper au bon moment et viser la bonne cible. Ce n'est pas que chaque drone individuel inflige un coup fatal. C'est plutôt l'utilisation intelligente, coordonnée et non conventionnelle de ces drones qui en a fait le cauchemar stratégique de la marine russe au XXIe siècle. Désormais, tout navire russe opérant dans la région, qu'il s'agisse d'un Bayer M, d'une classe Cerna ou d'un navire logistique,